Nous suivons une actualité de dernière minute. Le demi-frère de 16 ans de l'adolescente de Floride retrouvée morte sur un navire de croisière Carnival est jugé comme adulte. Et non seulement il est accusé de meurtre au premier degré, mais il fait également face à une accusation d'abus sexuel aggravé. Les autorités fédérales jugent Timothy Hudson en tant qu'adulte. Pour l'instant, il reste en liberté, pas incarcéré. Et nous examinons à quelle vitesse cela pourrait potentiellement changer avec de nouveaux documents judiciaires récemment dévoilés. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Allons-y. Grande nouvelle aujourd'hui dans une affaire suivie par beaucoup d'entre vous. Anna Kepner, son demi-frère, vient d'être inculpé en tant qu'adulte pour une accusation fédérale de meurtre et agression sexuelle aggravée. Anna Kepner avait 18 ans et elle a été retrouvée morte dans sa cabine à bord d'un navire de croisière Carnival en novembre 2025. Et la police affirme maintenant que son propre demi-frère, que nous nommons pour la première fois parce qu'il est jugé comme un adulte, Timothy Hudson. Il se trouvait prétendument dans la cabine avec Anna Kepner. Nous avons obtenu de nouveaux documents judiciaires qui posent une question intéressante. Maintenant que ces accusations sont publiques et que leur gravité est évidente, voici l'acte d'accusation officiel. Timothy Hudson est inculpé de meurtre et d'agression sexuelle aggravée. Il a d'abord été inculpé en février en tant que mineur et il vit avec un membre de sa famille. Maintenant que ces accusations sont publiques devant le tribunal pour majeurs, on peut se demander s'il risque de la prison à mesure que l'affaire avance. Je vais consulter un ancien procureur de Floride pour nous aider à répondre à cette question. Je veux donc parler de la façon dont cette affaire s'est construite pendant des mois, car nous attendions ce jour depuis longtemps. Si l'on remonte au 7 novembre 2025, c'est à ce moment-là qu'un navire de croisière Carnival appelé l'Horizon retournait au port de Miami. Et à l'intérieur d'une cabine sur ce navire, des membres de l'équipage ont trouvé Anna Kepner, âgée de 18 ans morte. Elle ne s'était pas présentée au petit déjeuner ce matin-là. Sa famille était inquiète. Puis les membres de l'équipage sont entrés et l'ont trouvée enveloppée dans une couverture couverte de gilets de sauvetage, prétendument, et cachée sous le lit. Ensuite, le médecin légiste du comté de Miami-Dade a plus tard conclu que sa mort était due à une asphyxie mécanique. Cela provenait d'une prise d'étranglement avec le bras. Selon son autopsie, elle a été étranglée à mort. Voici ce que nous savons sur Anna Kepner et ce qui a mené à cette histoire le 7 novembre à bord de ce navire de croisière. Originaire de Titusville, en Floride, à 3 heures au nord de Miami, elle était pom-pom girl et prévoyait de rejoindre la marine après le lycée. Et elle était sur cette croisière en tant que membre d'une famille recomposée, des personnes qui se réunissaient pour essayer de commencer une nouvelle tradition. Elle était avec son père, sa belle-mère et les deux enfants de sa belle-mère, ainsi que ses grands-parents. Maintenant, l'un des enfants de sa belle-mère, un garçon de 16 ans, Timothy Hudson, voici ce que les enquêteurs ont mis en avant. Anna et Timothy partageaient la cabine où elle aurait été retrouvée. Et selon les dossiers du tribunal, les vidéos de surveillance montrent que personne d'autre n'est entré ou sorti cette nuit-là, à part Anna Kepner et Timothy Hudson. Le FBI est resté silencieux sur cette affaire pendant des mois. Mais d'une manière très particulière, nous avons appris comment l'enquête avançait à cause d'une affaire de garde d'enfants sans rapport, impliquant la belle-mère d'Anna Kepner et son ex-mari. Et cela concernait la garde de Timothy Hudson ainsi que celle de son petit frère. Et nous avons également appris, lors de cette affaire de garde, que la mère de Timothy aurait admis avoir oublié de lui donner son médicament contre l'insomnie 2 nuits de suite pendant cette croisière, y compris la nuit où Anna est morte. On peut se demander l'impact sur la défense à ce stade de l'affaire. Puis vient février. C'est alors qu'est pour la première fois que nous avons vu Timothy Hudson entrer dans un tribunal fédéral sans vraiment connaître la nature de la procédure. Les journalistes lui ont directement demandé en sortant de la salle d'audience s'il avait tué sa demi-sœur. Mais il n'a pas répondu. Son avocat est resté silencieux. Ils sont simplement partis tranquillement, tête baissée, cachés sous un chapeau et une capuche. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur du tribunal ce jour-là restait flou, car l'affaire avait été placée sous scellé puisqu'il était alors inculpé en tant que mineur. Et la question que tout le monde se pose, serait-il inculpé en tant que mineur dans cette affaire? Auquel cas, il serait libéré à 21 ans s'il était reconnu coupable, ou cette affaire serait-elle jugée devant un tribunal pour adultes? Aujourd'hui, nous avons enfin notre réponse, qui fait l'effet d'une bombe alors que de nouveaux documents judiciaires, tout juste rendus publics, changent totalement la perspective sur l'évolution possible de cette affaire. Selon un acte d'accusation modifié déposé le 10 mars au tribunal fédéral de Miami et tout juste rendu public, un grand jury fédéral a officiellement inculpé Timothy Hudson pour meurtre au premier degré, alléguant que Hudson, je cite,
a sciemment et illégalement commis et tenté de commettre un meurtre. C'est l'homicide volontaire, délibéré, malveillant et prémédité de Aka, bien sûr, les initiales d'Anna Kepner, avec préméditation, ce qui signifie qu'il l'aurait planifié et que ce n'était pas simplement un acte impulsif. Le deuxième chef d'accusation est l'agression sexuelle aggravée. Et je vais vous dire, parce qu'en suivant cette histoire, il y a eu des rapports qui citaient une autopsie affirmant qu'il n'y avait aucun signe de traumatisme sexuel chez Anna Kepner. Mais apparemment, les forces de l'ordre pensent autrement à cause de cette accusation très grave, qui peut aussi entraîner la prison à vie en cas de culpabilité. Et je sais que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Dans l'acte d'accusation, il est allégué que Hudson, je cite, a sciemment contraint Aka à se livrer à un acte sexuel en recourant à la force contre Aka. Selon la loi fédérale, cela est très grave. C'est pourquoi les procureurs ont pu demander des poursuites en tant qu'adultes. Pour les deux chefs d'accusation, la peine maximale est la prison à vie en cas de condamnation. Encore une fois, il reste du chemin à faire sur ce point. Je précise, ce ne sont que des allégations pour l'instant. Timothy Hudson reste présumé innocent. Mais voici ce qui rend cette affaire importante sur le plan juridique. Hudson avait 16 ans au moment où tout cela serait arrivé et il est maintenant jugé comme un adulte. La décision est devenue définitive le 10 avril, il y a 3 jours, lorsqu'un juge fédéral a transféré l'affaire vers une poursuite pour adultes et rendu public le dossier judiciaire. Nous découvrons maintenant l'ampleur des preuves détenues par le gouvernement. Selon un document de communication des preuves, également rendu public aujourd'hui, les procureurs fédéraux ont transmis ces éléments à la défense. L'autopsie, des photographies et des radiographies, le rapport complet du médecin légiste avec des notes, ainsi que l'extraction du téléphone portable de quelqu'un qui serait celui du père d'Anna. 4 vidéos de caméra corporelle d'adjoints du shérif de Miami-Dade et des chronologies du FBI rédigées par un agent spécial chargé de l'affaire. Et ils ont aussi des fichiers Faro. Ce sont des images issues d'une technologie de reconstitution de scènes de crime en 3D qui montrent prétendument comment le corps d'Anna a été retrouvé dans cette cabane. Tout cela est important pour la suite de cette affaire, et cela suggère que le gouvernement est en train de constituer un dossier très détaillé. Et maintenant, pour bien comprendre l'affaire, parlons un peu de cette famille et des dynamiques en jeu, car c'est assez compliqué. Vous avez le père d'Anna, Christopher Kepner, qui a épousé une femme nommée Chantel. Et Chantel est la mère biologique de Timothy Hudson. Donc Anna et Timothy, ils deviennent frères et sœurs par alliance grâce à ce mariage. Maintenant, lors de cette croisière, le groupe familial comprenait le père d'Anna, sa belle-mère Chantel, le frère biologique d'Anna et les 2 enfants de Chantel. Tu as Timothy qui a 16 ans et il a ensuite un frère de 14 ans. Donc 3 adolescents dans une seule cabine et les adultes qui apparemment logeaient de l'autre côté du couloir pendant cette croisière. Et d'après le témoignage lors de cette audience de garde sans rapport que nous avons suivie, Chantel elle-même a confirmé qu'Anna et Timothy partageaient cette chambre ensemble. Elle a également témoigné que Timothy avait besoin de médicaments pour le TDAH et l'insomnie. Il y a un comprimé qu'il prendrait la nuit, appelé clonidine, et il aurait oublié de prendre ce médicament non pas une nuit, mais 2 nuits pendant la croisière. Et cela inclut la nuit où Anna Kepner est décédée. Maintenant, Chantel a témoigné qu'elle s'est endormie avant de donner ce comprimé à Timothy. Maintenant, en ce qui concerne la relation entre Anna Kepner et son frère par alliance, il existe des versions différentes. Les grands-parents d'Anna en croisière ont déclaré à ABC News qu'Anna et son frère par alliance étaient 2 poids dans une cosse, un vrai lien fraternel. Mais ensuite, il y a le père de l'un des ex-petits amis d'Anna qui a raconté une histoire très différente à Inside Edition. Il a dit que Timothy était, je cite, obsédé par Anna. Il affirme également que Timothy portait un couteau et qu'il serait déjà monté sur Anna pendant qu'elle dormait. Et Anna avait tellement peur de Timothy, selon le père de l'un des ex-petits amis d'Anna, qu'elle dormait chez des amis pour l'éviter. Maintenant, nous ne savons pas quelle version est vraie. On ignore la version crue par les enquêteurs, mais il s'agit clairement d'accusations très graves. Et il est clair que la dynamique familiale est essentielle pour comprendre ce qui a pu se passer sur ce navire et dans cette cabine. Cela nous ramène donc à la question avec laquelle nous avons commencé aujourd'hui. Car maintenant que Hudson risque la prison à vie, il fait face à des accusations extrêmement graves, meurtre avec préméditation au 1er degré et agression sexuelle aggravée. Aujourd'hui, il est toujours en liberté. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi. Voici donc l'essentiel. Hudson a d'abord été libéré sous la loi sur la délinquance juvénile, avec des règles différentes,
mais il est maintenant considéré comme adulte par le tribunal. Et le gouvernement dit que ces anciennes règles ne s'appliquent plus. Et cette réponse vient de se compliquer car nous avons également obtenu une nouvelle requête déposée aujourd'hui par les procureurs fédéraux demandant au juge de révoquer sa libération et d'incarcérer Timothy Hudson en détention provisoire. Si le juge accepte la requête, Hudson pourrait être placé en détention dans les prochains jours. Selon les dossiers du tribunal, Timothy Hudson n'est pas détenu actuellement, mais cela pourrait changer. Nous avons obtenu cette requête déposée aujourd'hui, le 13 avril, par les procureurs fédéraux qui demandent au juge de révoquer immédiatement sa libération. Voici leur argument selon le dossier du tribunal. Hudson avait d'abord été libéré selon la loi sur la délinquance juvénile, qui a des règles différentes. Maintenant qu'il a été officiellement renvoyé devant la justice des adultes, ils affirment que la loi sur la délinquance juvénile ne s'applique plus. Ils affirment que la loi sur la réforme de la libération sous caution s'applique désormais. Et selon la loi sur la réforme de la libération sous caution, les procureurs écrivent, je cite, que Hudson représente un danger pour autrui et devrait être placé en détention provisoire. Et ils ajoutent qu'il n'y a aucune assurance qu'aucun tribunal ne pourrait jamais avoir que des conditions, ou une combinaison de conditions, seraient suffisantes pour empêcher le prévenu d'être un danger pour autrui. Donc pour comprendre où il se trouve actuellement, les dossiers du tribunal montrent que Hudson vit avec son oncle dans le centre de la Floride. Il est surveillé par GPS et interdit de rester seul avec un mineur. Nous venons aussi d'apprendre cela aujourd'hui grâce à ces documents. L'oncle de Timothy devait partir en retraite spirituelle avec son propre fils. Donc, la défense a demandé une modification temporaire, permettant à Hudson de rester avec sa tante et même d'aller travailler avec son père, qui dirige une entreprise de paysagisme. Le gouvernement ne s'est pas opposé à la demande. Un juge l'a accordé. Cette modification était en vigueur du 8 avril jusqu'à aujourd'hui, le 13 avril, ce qui signifie qu'aujourd'hui ces permissions spéciales expirent. Il revient aux conditions initiales. Mais est-ce important? Car le gouvernement exige désormais la révocation totale de sa libération. Le juge n'a pas encore statué sur cette requête, mais le gouvernement demande une audience pour exposer ses arguments. C'est pourquoi nous avons invité notre invité. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'un juge va réellement révoquer la libération de ce jeune de 16 ans qui risque la prison à vie au niveau fédéral? Comment cela modifie-t-il la stratégie juridique des deux parties? Depuis le sud de la Floride, nous retrouvons l'ancien procureur d'État du comté de Palm Beach, Dave Ehrenberg, pour discuter de cette affaire. Ravi de vous accueillir sur Law and Crime. Je sais que nous avons déjà parlé de cette affaire, car on avait l'impression, semaine après semaine, d'attendre cette nouvelle, et la voilà aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce que le gouvernement fédéral semble reprocher au jeune Timothy Hudson, âgé de 16 ans? Ravi d'être de retour, Chris. Pour moi, c'est une agression sexuelle, une info nouvelle. Nous n'étions vraiment pas conscients de l'ampleur de cela parce que les autorités fédérales ont besoin d'un lien pour en faire un crime fédéral. Maintenant, je sais que cela se passe en haute mer, mais en général, ils n'inculpent pas simplement pour meurtre ordinaire. Il s'agit d'un meurtre commis lors d'un autre crime. Cela doit se produire dans le contexte d'un autre crime, et c'est une agression sexuelle. Ils accusent aussi de meurtre avec préméditation. C'est généralement un crime relevant de la justice de l'État, pas un crime fédéral. Mais je pense que pour moi, la plus grande surprise, c'est l'accusation d'agression sexuelle. Je pense que les gens supposent que c'était peu probable parce qu'ils avaient une relation de frère et sœur. Mais rappelez-vous, c'est une sœur par alliance. Et il y a eu certaines allégations dont nous étions au courant concernant le demi-frère. Et les allégations ont été faites par l'ex-petit ami de la victime qui pensait qu'il se passait quelque chose d'inapproprié avec ce type. Donc, le fait est que les fédéraux doivent maintenant avoir suffisamment de preuves pour engager des poursuites, car ils ne peuvent engager des poursuites de manière éthique que s'ils pensent pouvoir le prouver à un jury au-delà de tout doute raisonnable. Oui. Pour revenir en arrière, certains articles sont parus alors que tous tentèrent de comprendre l'affaire, affirmant qu'il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle. Selon le ministère de la Justice, ce n'était pas vrai. Ils pensent qu'il y en a. Et puis, il y a, oui, l'histoire du demi-frère et des gens qui l'ont trouvé, vous savez, selon leurs mots, un peu, je pense, épris d'Anna Kepner, disait-il. Et puis, on voit un peu tout ça se dérouler. Et à ce stade, nous n'avons pas de plainte pénale exposant le récit exact. Il a 16 ans et vous savez, on est mineur jusqu'à 18 ans en général. Pourquoi serait-il jugé? Je sais que ce sont des crimes graves, mais quel est réellement le seuil pour le juger dans le système pour adultes plutôt que de le garder comme mineur? D'abord, en tant que mineur, la peine de mort est inconstitutionnelle, donc exclue. Mais pourquoi vouloir le poursuivre comme adulte? C'est parce que le système pour adultes est mieux équipé pour traiter un crime présumé très violent comme celle-ci. Parce que si tu es poursuivi en tant que mineur,
Le système pour mineurs n'a généralement compétence que jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, tu parles de quelqu'un qui pourrait être reconnu coupable puis libéré à l'âge de 21 ans. Et c'est pour ça qu'il n'est pas vraiment adapté pour gérer ce genre de situation. Le système pour adultes est plus flexible. Il pourrait donner à quelqu'un une punition et une réhabilitation. Il pourrait prononcer une peine mixte en faisant purger d'abord dans un centre pour mineurs, puis en transférant dans un établissement pour adultes. Mais si vous le jugez uniquement devant le tribunal pour mineurs, alors vous limitez votre juridiction et vous vous assurez pratiquement que justice ne sera pas rendue parce qu'il sera libéré très jeune. Eh bien, et vous savez, un autre aspect de tout cela aussi, c'est qu'il est libre depuis que tout cela s'est produit. Apparemment, le corps d'Anna Kepner a été débarqué du navire et ils disent qu'elle a été tuée le 6 novembre. Et il n'a pas été placé en détention depuis. Vous savez, nous l'avons vu au tribunal à Miami en février, je crois, et c'est à ce moment-là qu'il a été inculpé pour cela en tant que mineur. Il a vécu chez un membre de sa famille pendant que tout cela se déroulait. Il est jugé comme adulte, et le ministère de la Justice a déposé une requête pour son placement en détention provisoire. Quelles sont les chances que cela se produise? Ce sont deux accusations très graves auxquelles il fait face, et même à 16 ans, il serait en détention provisoire pendant que l'affaire suit son cours dans le système judiciaire pour adultes. C'est ça. Eh bien, cela dépend du juge. Et comme les accusations sont maintenant si graves, il est peu probable qu'il soit libéré pour aller vivre avec ses parents. En général, face à des accusations de meurtre au premier degré, on n'est pas libéré avant le procès. Maintenant, la règle générale veut qu'il y ait une préférence pour la libération avant le procès. Mais si quelqu'un présente un risque de fuite ou un danger pour la communauté, et si vous êtes accusé d'agression sexuelle et de meurtre, cela montre clairement que vous êtes une menace pour la communauté. Vous ne serez pas libéré avant le procès. Donc, même si son âge correspond à celui d'un mineur, ici il sera jugé devant un tribunal pour adultes comme un adulte. La grande différence entre le système judiciaire fédéral et un procès en Floride, par exemple à Miami-Dade, concerne la présence de caméras et l'accès à la salle d'audience. Quelles sont certaines des autres différences, maintenant que cela passe par le système judiciaire pour adultes, que nous pourrions observer par rapport à une audience devant un tribunal de district? Vous voulez dire par rapport à un tribunal de l'État? S'il avait été jugé, disons, par le procureur de l'État du comté de Miami-Dade, comment cela se serait déroulé par rapport à la façon dont cela va se passer maintenant qu'il est, je crois, devant le tribunal du district sud de la Floride? Si vous êtes jugé devant un tribunal pour mineurs, les audiences sont tenues secrètes et l'accent est mis sur la réinsertion, pas sur la punition. Devant un tribunal pour adultes, la punition prime désormais. Et tout est rendu public. Je veux dire, le public aura accès aux documents et en saura plus sur cet individu que s'il avait été jugé devant un tribunal pour mineurs. Mais la différence ici, c'est que comme il est jugé devant un tribunal fédéral et non devant un tribunal de l'État, il n'y aura pas de caméra dans la salle d'audience. C'est un avantage, je pense, pour la défense dans ce cas. Je pense que les tribunaux fédéraux doivent évoluer et autoriser les caméras dans les salles d'audience. Nous voulons plus de transparence, surtout en cette période de désinformation et de théorie du complot. Mais comme il sera jugé en tant qu'adulte, le public aura plus accès aux informations que s'il était jugé en tant que mineur. Jugé devant un tribunal fédéral plutôt que devant un tribunal de l'État, il n'y aura pas de caméra dans la salle. Et en ce qui concerne sa défense potentielle et certains des reportages qui circulaient, l'un d'eux disait qu'il avait dit, je crois que ce sont ses grands-parents qui l'ont dit dans une interview, qu'il ne se souvenait de rien, qu'il avait eu un trou noir. Nous savons qu'il y avait peut-être un problème avec un médicament contre l'insomnie qu'il prenait. Et nous savons cela à travers certaines des procédures de garde qui ont eu lieu entre sa mère et son père. Mais en ce qui concerne l'argument «j'ai eu un trou noir», alors qu'il semble que les procureurs affirment qu'il est entré dans la chambre où Anna Kepner a ensuite été retrouvée morte. Certains éléments de preuve médico-légale restent inconnus, notamment sur les allégations d'abus sexuels. Comment cette défense pourrait-elle entrer en jeu, vous savez, pour l'avocat qui le représente? Oui, la défense va évoquer des circonstances personnelles et un médicament qui ne lui a pas été donné. Mais la loi examine l'ensemble des preuves. Donc, on aura probablement un procès de 7 jours ici, c'est-à-dire que l'accusation va présenter des milliers de pages de preuves. Ils ont extrait les données des téléphones portables. Ils vont avoir des témoignages de témoins. Et ils vont montrer non seulement qu'il y a des preuves de préméditation, mais aussi ses actions après les faits, où il a essayé de dissimuler ses traces. Il a tenté de cacher le corps. Des choses comme ça prouvent que ce n'était pas une erreur ni un effet des médicaments.
Il l'a planifié et tenté de le cacher. Donc, il lui sera difficile d'y échapper. Et même s'il parvient à convaincre un jury qu'il n'y avait pas de préméditation ici, il est également jugé pour meurtre commis lors d'un autre crime. Le meurtre commis lors d'un autre crime signifie avoir tué quelqu'un en commettant un autre crime, ici une agression sexuelle. Vous n'avez pas besoin de préméditation ici pour que ce type prenne perpétuité. Je sais qu'il a été rapporté qu'il était allé à l'hôpital après, et cela venait d'une interview donnée par ses grands-parents. Je crois que c'était pour ABC News. Et puis, beaucoup d'informations sur la façon dont l'enquête avançait, d'après ce qu'il savait, étaient rendues publiques. Il est allé à l'hôpital, il a été évalué. Et ensuite, nous avons appris que sa mère avait admis ne lui avoir prétendument pas donné un médicament contre l'insomnie qu'il prenait la nuit où tout cela s'est produit. Le fait qu'il fasse toujours face à ces accusations, qu'est-ce que cela vous dit sur le travail qu'ont fait les enquêteurs tout au long de l'enquête, en examinant sa santé mentale, en vérifiant s'il a été reçu un quelconque diagnostic? Et nous en sommes là, il fait toujours face à une accusation extrêmement grave pour ce qu'il aurait fait dans cette cabine. Je pense que le téléphone portable aurait été important. Vous savez, ils ont extrait les données du téléphone portable de cet individu et d'autres personnes pour avoir une image complète de ce qui se passait. Et je pense que ces preuves numériques ont peut-être fourni des éléments montrant qu'il y avait une planification, une intention. L'historique des recherches compte. Qu'est-ce qu'il cherchait avant? À qui parle-t-il? Qu'a-t-il dit ensuite? Il y a beaucoup de choses qu'ils vont examiner pour montrer une réflexion posée, plutôt qu'une simple réaction au fait de ne pas avoir reçu de médicaments. Je pense qu'il lui sera difficile de plaider la folie ou de prétendre je ne savais pas ce que je faisais, ce n'était pas planifié, c'était une réaction, comme si un monstre était entré en moi. Je pense que cela va être difficile parce qu'une fois que vous commencez à dissimuler vos crimes, cela ne semble plus aussi spontané. Une fois que vous commencez à effacer vos traces, cela donne l'impression que tout cela était planifié. En tant qu'avocat de la défense, pensez-vous que la journée d'aujourd'hui est vraiment une surprise, sachant qu'il a été inculpé pour meurtre en février? Vous étiez déjà au courant à ce moment-là. Pouvez-vous nous expliquer ce que ressent un accusé et son équipe à ce stade, surtout après février, en sachant les charges auxquelles il devra faire face? L'affaire était alors devant le tribunal pour mineurs. Eh bien, je pense que ce qui est surprenant, c'est que l'agression sexuelle fait partie des charges. Je pense que nous n'étions pas sûrs car nous savions qu'il y avait eu un meurtre. Je comprends l'accusation de meurtre, mais l'agression sexuelle, c'est nouveau. Mais en ce qui concerne les avocats de la défense pénale, je parierais qu'ils étaient au courant de cela à l'avance. En général, ils ne sont pas pris au dépourvu. Ils savent, en fonction de l'évolution de l'affaire, de l'endroit où en sont les assignations à comparaître, du temps que prend l'enquête et des fuites provenant du bureau du procureur fédéral, qu'ils étaient préparés à cela. Je parie qu'ils ont dit à leurs clients qu'il allait être inculpé de meurtre et peut-être même d'agression sexuelle parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Ils ont parlé aux clients et cela n'ira pas devant le tribunal pour mineurs. Je ne pense donc pas que les avocats de la défense aient été surpris. Peut-être que la famille a été prise au dépourvu parce qu'ils semblent encore vivre dans une bulle en disant à quel point la relation entre les frères et sœurs par remariage était merveilleuse. C'est ça? En réalité, cela semblait très différent. Oui, là, je me souviens de la phrase, je crois que c'était la grand-mère qui disait qu'ils étaient comme les deux doigts de la main. Et tu sais, quand on regarde les accusations aujourd'hui, c'est difficile à croire. Bien sûr, l'image que les gens renvoient à leur famille peut parfois être très différente de la réalité. S'il est retrouvé, eh bien, avant de parler de ce à quoi une éventuelle peine pourrait ressembler, je pense juste au procureur. Vous avez une vidéo de lui, elle entre dans la pièce, il entre dans la pièce, elle est retrouvée le lendemain matin under the sous le lit dans cette cabine et il quitte la pièce. On pourrait dire de l'extérieur que c'était une affaire assez simple et évidente. Quel est le degré de confiance des procureurs à ce stade? Je sais qu'aucune affaire n'est jamais sûre à 100%, mais il semble qu'il pourrait présenter un récit assez simple de ce qui s'est passé dans cette pièce. Oui, il a été le dernier à la voir vivante, le dernier avec elle. Et tu es sur un paquebot de croisière. Ce n'est pas comme si tu étais en pleine nature. Il y a des caméras partout. Des cartes d'accès permettent de savoir qui a badgé où et quand. Et donc, il est difficile de commettre un crime comme celui-ci sur un paquebot de croisière sans se faire prendre. Et lorsqu'ils lui ont demandé ce qu'il avait fait la nuit précédente, il a répondu qu'il ne s'en souvenait pas. Ce n'est pas ce qu'on dirait en proclamant son innocence. Je pense qu'ils tiennent ce type. Une grande question était de savoir s'il pourrait utiliser comme excuse ses médicaments et son âge parce qu'il est mineur à son avantage, mais apparemment non. Non. Si jamais il était reconnu coupable de ces accusations,
Ce qui reste à voir, la réclusion à perpétuité est la peine maximale pour les deux chefs d'accusation. Mais même là, à 16 ou 17 ans, tu sais, partir en prison fédérale, à quoi ressemble la vie pour quelqu'un d'aussi jeune reconnu coupable d'accusations aussi graves? Eh bien, la loi permet une peine de réclusion à perpétuité pour un mineur, pas la peine de mort. Mais il faut quand même franchir des étapes supplémentaires. Ce n'est pas si facile d'être condamné à la perpétuité. Il faut passer par les circonstances spéciales pour mineurs et ensuite déterminer que la perpétuité est appropriée. Et il y a aussi une possibilité que cette personne soit libérée à un moment donné parce qu'elle pourra faire l'objet d'un réexamen plus tard. Donc, ce n'est pas la perpétuité incompressible, mais c'est la réclusion à perpétuité. Et il ne sortira pas, même dans les meilleures circonstances pour lui. Reconnu coupable et condamné à perpétuité, il ne sortira pas avant des décennies. C'est bien mieux que le système pour mineurs, car s'il avait été reconnu coupable, il serait sans doute sorti à 21 ans. Que penses-tu du calendrier? Je sais que dans le système fédéral, tout avance lentement. Anna Kepner est morte, d'après les autorités, le 6 novembre. Nous sommes maintenant à la mi-avril et il fait face à des accusations en tant qu'adulte. Que penses-tu de ce délai pour en arriver là? Les procureurs n'ont qu'une seule chance parce qu'il y a un délai légal imposant un procès rapide qui commence dès qu'on inculpe quelqu'un. Donc, si tu inculpes quelqu'un trop tôt et que tu n'es pas prêt, la défense peut invoquer la règle imposant un procès rapide et tu es alors obligé d'aller au procès sans être totalement préparé. Il ne voulait pas cela. C'est une affaire de meurtre. Donc, il vaut mieux ralentir et retarder les choses au début que de les laisser libres pour toujours à la fin. Oui, et nous verrons ce qui va se passer. Évidemment, un développement majeur aujourd'hui. Dave Ehrenberg, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Suivez-nous sur YouTube et Spotify. Nous sommes aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.